Hey, salut tout le monde et bienvenue à Angle mort spécial post, tout le monde en parle, du 19 octobre. Aujourd'hui, je vais focuser particulièrement sur Jeannette Bertrand et un bout de ce qui s'est dit à District 31. Je vous rappelle que mon épisode du lundi d'Angle mort qui est en vidéo, alors qu'habituellement, si vous me suivez, il est en audio. Je pars de Tout le monde en parle juste parce que je trouve que c'est un point intéressant pour aller jaser de différentes affaires. Maintenant, si vous avez vu l'émission ou pas, c'est absolument pas important. Je sais pas, genre, je décortique l'émission ou autre. C'est en regardant Tout le monde en parle, ce qui me vient en tête, là, des trucs que j'ai le goût de vous raconter. Donc, ça devient aussi ma chronique avec Sylvain Bouchard au FM 93, avec qui je suis chaque jour à 15h. Je commence avec District 31, où on a vu Luc Dionne, particulièrement le fun d'ailleurs. C'est intéressant de voir des gens qui sont très naturels quand ils sont invités à la télé, plutôt que de toujours être en train de faire attention à ce qu'ils disent, etc. Donc, Luc Dionne, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais je trouve que c'est le fun comment il balance ses idées. Et à un moment donné, on a eu Sébastien Delorme, qui était avec Gilda Roy, donc deux acteurs de District 31. Série que j'écoute pas énormément parce que j'ai pas le câble, j'ai pas la télé. Je l'écoute sur Tout TV en direct, là, tout le monde en parle. Et puis, mais j'ai écouté quelques épisodes là, dans le temps quand j'étais à Québec. J'allais souvent voir ma mère, on vient de Québec, puis elle écoutait ça religieusement. Puis je trouve ça très, très bon. J'aime vraiment cette émission-là. Pas assez pour dire que tout à coup, je me suis mis à la suivre. Je ne suis pas un gars de série non plus. Je pense que j'en ai parlé souvent. J'étais un gars de film. Une maladie, là, quasiment. Mais c'est ça, c'est que les séries, plus ou moins. Mais bref. Et là, il a dit un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il disait... il parlait de coach, tu sais, puis il parlait qu'il y avait un coach pour ses enfants, qui, entre autres, les enfants le trouvaient super bon, mais il était hyper sévère, tu sais, puis les enfants aimaient ça. Puis ça m'a rappelé des professeurs, puis je trouve ça intéressant qu'on se souvienne de ça, des professeurs au secondaire. Puis c'est un ami à moi qui m'avait dit ça. J'avais 15 ans, on était en secondaire 3. Moi, il faut que je vous dise que mon secondaire 3, ça a été une année exceptionnelle. Parce qu'à Charlesbourg, où j'étais, on allait, quand tu étais au public, parce que mes parents nous ont toujours donné, les 4 enfants, le choix, quand on arrivait au secondaire, d'aller au privé ou au public. Puis on a tous été au public parce que nos amis allaient au public. Ça fait qu'une personne est allée au privé, mais on aurait pu, tu sais. Ça fait que je suis allé dans des écoles qui étaient comme bien ordinaires. Et en secondaire 1 et 2, à Charlesbourg, dans le coin où j'habitais, on allait à Saint-Odilon. Bon, c'était une école qui regroupait à peu près tout le monde. Mais secondaire 3, c'est l'année où on pouvait commencer à Polyvalente de Charlesbourg, donc pour faire 3, 4 et 5, ou on pouvait passer une année à Albert-Ouellette, école qui était directement en arrière de Saint-Odilon, et qui offrait le secondaire 3 seulement, bizarrement. Je pense qu'avant, en tout cas, bref, tu sais, ces affaires-là, ça bouge, les commissions scolaires. Et ce qui est arrivé, c'est que naturellement, ceux qui ont décidé d'aller à Albert-Ouellette, c'est en grande partie ceux qui ne voulaient pas aller à la Polyvalente de Charlesbourg parce qu'elle avait une extrême mauvaise réputation. C'était une place de bum, c'était une place qui était tout le temps en grève pour tout et pour rien, c'était n'importe quoi. Ça fait que les gars comme moi, un peu nerd, un peu, tu sais, genre, plus tripeux de jouer dans la rue puis au bicycle encore à 15 ans, non, mais vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, j'étais pas... J'étais nerd, là, tu sais, j'étais vraiment pas... j'étais... Comment je pourrais me décrire à cet âge-là? J'étais la vedette de l'école, à quelque part. Pas à Saint-Odilon, mais arrivé à Albert-Ouellette. Je suis devenu la vedette de l'école parce que j'aimais faire rire tout le monde, je faisais rire les profs, etc. Mais il y a eu un perfect storm. Je ne serais pas devenu, même pas qui je suis d'ailleurs, si c'était pas de cette année-là, je crois, qui a été déterminante. Si ça n'avait pas été que justement on s'est ramassé avec une espèce de gang, tout un peu nerd, mais avec des profs exceptionnels. Je me souviens pas de tous leurs noms, là, mais il y avait... Écoute, c'est la seule fois dans ma vie qu'on m'a rapporté que les profs étaient invités au party de sous-sol des étudiants de 15 ans. C'était quand même hot. Puis, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit « Tu remarqueras la première journée, quand tu arrives en classe, tu vas te rendre compte qu'il y a des profs qui sont tout de suite sévères, puis il y a des profs qui sont slack. Il y a des profs, comprends-tu, qui vont se la jouer Joe Cool. Je me souviens du prof de physique en secondaire 4 à Polyvalente qui était de même, avec ses bottes de jobber, un peu barbu. C'était comme « Salut, salut ».
Puis je me souviens de Jean-Claude Bégin, prof de chimie, prof de maths, tout de suite en arrivant, comprends-tu, puis il nous parlait souvent de même, puis c'était comme, là, j'ai des devoirs, puis tout ça. Puis ce que mon chum avait dit, je me souviens plus c'est lequel, mais c'est pas moi qui avais fait le constat, c'était vraiment lui qui m'avait mis ça dans la tête. Puis il avait dit, tu vas voir, là, tous ceux qui sont les plus sévères, c'est ceux avec lesquels ça va être le mieux, ça va être le plus le fun, puis ça va être les profs les plus tripants. Puis toute la gang de Joe Cole, là, c'est ceux avec qui ça va chier. Puis, mais c'était tellement ça. J'en revenais pas. Puis c'est drôle parce que hier, c'est ça que Delors m'a dit, en parlant du coach, je pense que c'était un coach de soccer, je sais pas trop, de un ou de plusieurs des kids là, dans son entourage, ou les siens, en tout cas, ce bout-là, c'est pas clair, là, mais qui disait, les enfants aimaient que le coach était très sévère. Et puis je suis extrêmement d'accord avec ça. C'est-à-dire que la définition même de la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. Sinon, les gens autour de toi sont plus libres. La vie en société, les lois, c'est de la coercition. Aussitôt qu'il y a une loi nouvelle, c'est de la coercition. Il n'y a pas une règle qui est émise socialement par un gouvernement ou par des parents ou par la communauté ou par le centre de loisirs qui aide à la liberté en soi. C'est tout le temps coercitif. Mais au final, tout ça sert à être plus libre. Dans le sens que c'est parce qu'il y a une lumière rouge au coin que je n'ai pas à stresser à chaque fois que quelqu'un va me rentrer dedans. Puis là, ces exemples-là, vous les déclinez partout. Ça fait que c'est l'ordre qui crée la liberté, c'est pas l'anarchie qui crée la liberté. Quand l'anarchie, c'est la loi de la jungle. On fait ce qu'on veut quand on veut. Puis, à un moment donné, j'avais lu un livre, je me suis intéressé beaucoup à la théologie, moi, dans le temps. J'avais lu un livre qui s'appelait Entretien avec Jean-Paul II. Jean-Paul II, qui était un pape d'origine polonaise, c'était un docteur en théologie, c'était quelqu'un qui a écrit beaucoup des encycliques, on appelle des genres de... Le pape, une fois de temps en temps, fait un genre d'énoncé qui devient la règle. Et puis, il était en entretien avec l'auteur. Puis, entre autres, l'auteur, il dit, c'est quoi la liberté? C'est quoi la définition de la liberté? Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. C'est drôle, je n'ai jamais parlé de ça, mais pour moi, ça fait partie des grandes phrases. Puis, il avait dit, la définition adolescente de la liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Mais il dit, la vraie définition, c'est vouloir et pouvoir faire ce que l'on doit faire et le vouloir réellement. C'est hallucinant. Il y a le verbe devoir dans la définition de la liberté. Mais oui, quand on y pense, pouvoir et vouloir faire ce que l'on doit faire. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'il n'y a pas... on est un individu, on n'est pas 1000 individus. On porte plusieurs chapeaux, moi le premier, mais on est un individu. Donc ça veut dire que tout ne nous convient pas. On ne peut pas dire que tout nous convient. C'est que si on fait ce qu'on veut quand on veut, ça veut dire qu'un matin on se lève, on dit « Ah, c'est le même », puis telle affaire. Mais on finit par faire des affaires qui ne sont pas nous autres. C'est que pouvoir et vouloir faire ce que l'on doit faire, c'est quand même hot quand on y pense. Moi, j'adore cette définition-là, qui dit que tu es libre quand tu fais ce qu'il faut que tu fasses. Pas ce que les autres te disent de faire, très différent. Ce que toi, intrinsèquement, tu es supposé faire. C'est là que tu es libre. C'est un moyen contrat. C'est tellement plus, à quelque part, exigeant que de faire ce qu'on veut quand on veut. Puis de l'autre côté, qui est réel, la vraie définition de la liberté. C'est-à-dire, voici qui je suis, c'est ça qui me convient, ça ne me convient pas. Ça fait que je trouvais ça super intéressant quand il disait que, parce que je l'ai vécu, les profs les plus rigides au départ se sont avérés, en tout cas moi, j'ai aucun souvenir à l'inverse, les plus tripants. Ceux avec qui, justement, on invitait d'un party tout seul, chez Julie Bédard, puis je me souviens pas de tous les noms en secondaire 3, là, mais Danielle Goulet, je pense qu'elle s'appelait. Danielle Gaulin, qui, elle, écoutez ça, Danielle Gaulin, Albert Ouellet, secondaire 3, était devenu ami, et je suis sûr qu'aujourd'hui, 30 quelques années plus tard, 30 en tout cas, bref, des décennies plus tard, je suis convaincu qu'ils sont encore amis, à moins qu'elle n'ait pas gagné une chicane. Elle, Danielle Gaulin, est devenue amie avec la prof de géographie. La prof de géographie, elle devait avoir début trentaine dans le temps, autour de 30. C'est quand tu as 15 ans, 30 ans, c'est quasiment vieux. Là. Elle devait avoir Ginette, qu'elle s'appelait. Puis ils sont devenus chums dans la vraie vie. Puis là, à un moment donné, ben, quand tu as 20 ans, puis 37, mettons, ça se peut, tu sais, c'est pas comme... Puis des années plus tard, j'ai eu des nouvelles, puis c'était des chums. Bon, ben ça, tu retrouves ça une fois dans une vie, cette espèce de complicité-là avec des profs. Puis je trouve que c'est hallucinant. Ça fait que, en tout cas, en passant, salut les profs, surtout ce qui est arrivé en France.
J'en parlerai d'ailleurs probablement demain dans mon angle mort. L'autre affaire, c'est que moi, je suis très critique envers la télévision parce que je pense que ça avachise beaucoup les gens. Et puis, c'est pas que je suis critique envers le contenu, contrairement à toutes sortes d'idées débiles, là, que, oh mon Dieu, puis le TVA, puis c'est sans intérêt tellement que c'est facile. Mon point, c'est que je suis très critique à l'effet que, d'abord, de un, la télévision n'a pas toujours existé. Ça fait que pendant des centaines, voire des milliers d'années, les gens faisaient autre chose. T'sais. Ça fait que tu n'es pas obligé d'avoir District 31, aussi bon que ce soit, pour dire que ta soirée, tu fais quelque chose. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps? Bien, probablement qu'ils étaient plus serrés, qu'ils étaient en famille, les enfants jouaient entre eux autres, etc. Sauf que dans une période comme aujourd'hui, je me rétracte un peu. Je me rends compte, c'est très drôle, hein, venant d'un gars qui a toujours été à la fois dans l'info, dans l'opinion, puis dans le divertissement. À mon grand dame, au fait que mon brand n'est toujours pas clair parce que je ne changerai jamais. Moi, j'ai décidé de ne pas choisir. Voilà. Mais je pense aujourd'hui, je pense surtout aux gens, comme ma mère, qui sont coincés chez eux. La télé devient un énorme service essentiel. Moi, j'ai toujours plaidé pour le fait que les humoristes jouaient une grande job dans la société. Faire rire, c'est génial. Puis ça demande un vrai talent. Faire fâcher, ça ne demande aucun talent. J'ai juste à dire, toi qui me regardes, t'es vraiment nul à chier, puis t'es fâché, puis si tu me le disais, je penserais la même chose. Ça ne demande aucun talent. Mais dire, toi qui me regardes, je vais te faire rire, ça demande beaucoup de talent. Moi, j'y parviens vraiment pas tout le temps, puis les humoristes hot, ils ne parviennent même pas avec tout le monde. Ça fait que non seulement ça prend du talent, puis il faut le reconnaître, mais je trouve qu'effectivement, quand on voit... Comme là, c'est une passe difficile pour tout le monde, mais il ne faudrait pas oublier que tout le temps, il y a une passe difficile pour quelqu'un. Tout le temps. Il y a toujours une situation stressante, etc. Puis, ça fait que la télé de divertissement, à ce moment-là, je mets des bémols. Pour moi, c'était vraiment comme, tu sais, écouter la voix. Un peu à quoi ça sert. Je sais pas, j'ai été très sévère envers... Puis pas envers la radio, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Je trouve que la radio, à quelque part, c'est plus slack, ça interpelle plus la personne. Tu sais, la télé, c'est un show. Là. Tu regardes ça, puis tu tripes ou pas. Tu sais, t'es vraiment un téléspectateur. Mais tu es plus qu'un auditeur à radio parce que, je sais pas, il y a un contact. En tout cas, bref. Mais hier, je voyais un peu à quel point ces gars-là... tu sais, je veux dire, Luc Diane, il écrit 4800 pages par année, mais j'hallucine total. Moi, j'essaie de peine et de misère d'écrire un 5e livre sur des thèmes. Puis je trouve que récemment, j'ai trouvé des thèmes vraiment trippants. Wimpy, je vous ai fait un... Ça a pogné au bout de ça. Une espèce de façon de voir avec un certain détachement. J'ai pensé à un autre thème. Toutes sortes d'affaires. Puis... bon, peut-être que quelqu'un dirait, Calvas, tu jases tout seul tous les jours à radio, puis tu rejases une autre fois un après-midi avec une équipe. Il y en a pour qui je suppose que ça serait comme, hein, moi je serais pas capable. Bon, peut-être. Mais écrire 4800 pages par année, je vous le dis, hein. Moi, là, les 2 derniers livres que j'ai écrits, il a fallu que je m'enferme pendant 3 mois. Puis sérieusement, là, puis ça a fait des livres de 150 pages. Puis 3 mois... dans lequel il ne faut pas que je sois dérangé jusqu'à 4 heures l'après-midi. Je ne peux pas aller chez le dentiste. Si je reviens, il est trop tard. Lui, il fait 4800 pages. Wow. En tout cas, bref. Ça fait que, donc, j'ai été un peu sévère envers la télé. Je ne parle pas de la télé, les infos et tout. Là. C'est pas un combat pour moi, ça. Et il a dit quelque chose aussi que j'ai trouvé très hot, Luc Dion. Il parlait là, de combat, de racisme ou whatever, question autochtone. Puis il dit, on est dans la rue pour un morceau de tissu en parlant des masques. Puis il dit pas de danger qu'on serait dans la rue pour des affaires qui sont vraiment plus névralgiques. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais je fais juste dire que c'est tellement facile de chialer ses masques, alors que c'est très difficile de chialer sur d'autres choses. C'est facile de chialer sur le voile. Il y a des affaires faciles. C'est facile. Ça fait que voilà. C'est juste que... Ça ne veut pas dire que je suis contre. Bien au contraire. Moi, manifester, si vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Mais je fais juste vous rappeler qu'il y a des combats qui sont faciles à mener, que tu peux te déverser sur Facebook en tout cas. Puis il y en a d'autres, c'est un autre game, tu sais. Et on pourrait revenir d'ailleurs sur ce qui se passe en France, là, mais ce ne sera pas aujourd'hui, là, ce sera plus demain. Deuxième invité, moi, qui m'a beaucoup interpellé, sur laquelle j'ai énormément à dire, c'est Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand a, si je ne me trompe pas, 96 ans. 96 ans. Puis d'abord, c'est très drôle parce qu'ils ont fait des jokes en disant « toi, la retraite », tu sais. Puis là, de ce temps-là, tout le monde est sur les livres de Pierre-Yves McSween, tu sais, qui est Liberté 45, puis tirons la corde des activités le fun et mettons plus d'argent dans nos REER. Fine, moi, j'ai pas de politique par rapport à ça. Sauf qu'il faudrait se rappeler que le concept de la retraite,
avec l'idée de ne plus travailler. C'est pour ceux qui ont des jobs plates. Tu sais, si tu es dans la police puis tu cours après des bandits jour, soir et nuit pendant 25 ans, ben oui, tu veux arrêter. Mais si tu travailles comme nous autres, en communication, si tu seras en informatique et que tu aimes vraiment ça, tu sais, c'est quoi cette affaire-là de dire « je vais arrêter ». Tu le ferais anyway. Moi, là, je fais des vidéos, ça paye pas, là. C'est des projets que je crois qui vont amener de l'eau au moulin d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est sûr que, tu sais, sans espoir, il n'y a rien. Donc, tu as l'espoir que ces choses-là vont à quelque part, puis tu le vois, tu vois les chiffres, les affaires bougent, les projets avancent. Mais sérieux, là, tu sais. Mettons que j'aurais 95 ans, là, je me dirais, il faudrait vraiment que j'arrête. T'arrêtes, quand tu es en com, quand tu fais un travail qui est plus de la tête ou du talent, t'arrêtes parce que le monde n'en veut plus. T'arrêtes pas parce que c'est épouvantable. Ça fait que, tu sais, il y a toute cette notion-là. Donc, première affaire que je veux dire, c'est que Jeannette Bertrand représente un côté anti-Pierre-Yves McSween que j'aime bien, hein, que je jase, puis que je trouve qu'il est super trippant, puis je trouve son travail vaut vraiment la peine. Mais il y a des bémols aussi, comme en toute chose. Puis elle, ben, elle arrive avec un autre point de vue qui est, ben oui, mais tu sais, c'est le fameux, si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillerez pas une seule journée dans votre vie. Elle est l'incarnation de ça. Maintenant, elle a parlé de quelque chose qui dit... D'abord, il faut voir que cette femme-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nomme les choses. Elle nomme les choses. Elle n'est pas dans une espèce là, de politically correct, etc. Et puis, j'ai lu... Première affaire, je veux vous dire, c'est que j'ai lu son livre qui s'appelle « Ma vie en 3 actes ». C'est une biographie hyper intéressante. Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que aussi utile cette femme-là a été dans l'histoire du Québec au niveau féministe, etc., elle a quand même été en contact avec du monde qui l'avait difficile. C'est-à-dire qu'elle relate qu'elle a été 16 ans de temps au Courrier du Cœur du Journal de Montréal. Puis elle dit, j'ai halluciné. C'est là que j'ai vu que, tout comme elle, qui ne l'a pas eu facile, qu'il y avait plein de femmes qui vivaient une coercition à cause de leur mari bizarre, qui arrivaient de l'usine toute sale, qui les obligeaient à coucher avec, tu sais, bon, blablabla. Puis à un moment donné, tu écoutes ça, puis tu fais, ben oui, tu sais, elle dit, c'est parce que c'est ça. Mais c'est pas ça pour tout le monde. Moi, si ma mère, on lui avait demandé d'écrire à Jeannette Bertrand, elle aurait dit, mon mari est parti travailler, Daniel a fait du ski, André, elle s'est cassé une jambe, Marc était joué au soccer. Comprends-tu? Ma mère, elle a une vie exactement comme elle souhaitait, qui était la vie d'un paquet de femmes dans ce temps-là. Ça fait qu'il faut faire attention parce que quand on parle féministe, des fois, c'est comme pour libérer le genre, mon Dieu. On est là, tu sais, les Khmers rouges, puis il faut Che Guevara, là. Un instant, ce qu'elle a vécu, puis les témoignages qu'elle a eus, il était bien réel, puis elle a fait une job que je crois que tout le monde doit applaudir. En tout cas, moi, je le fais, clairement. Mais il reste que si je prends l'expérience de ma mère et de son entourage, elle a vécu rien ou à peu près rien de ça. C'était, tu sais, des vies confortables. Ma mère, ma grand-mère, les amis de ma mère, je le vois bien, ils ont eu des vies confortables avec des hommes qui, ma foi, les respectaient. Moi, je veux dire, j'ai vu mon père ouvrir la porte à ma mère toute sa vie. Grand-père, il vénérait ma grand-mère. Non, mais vraiment, c'était comme... c'était le même. Puis c'était pas des cas fortuits. Il y a quand même ça aussi qui est intéressant à rebondir sur ce qu'elle fait. Et puis, elle a dit aussi qu'elle a espoir que les hommes vont changer. Bon. Ben oui, pourquoi pas. Moi, j'ai changé au fil du temps. Moi, le MeToo, ça m'a parlé. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, il y a peut-être des fois il y a peut-être une façon d'interagir où est-ce que tu te dis, ah, ben c'est drôle, puis ça ne l'est pas. Puis les filles avaient tendance à ne pas dévoiler des choses qui t'ont... Je raconte toujours l'histoire de ma chum Sylvie qui me dit, ah, moi, j'ai été agressée à l'université. C'est une grande chum à moi, là. J'ai dit, comme c'est ça que tu m'as jamais dit ça? Elle dit, ben, je pensais que c'était normal. Fait que, tu sais, tu vois que ça... Il y a une grosse job qui a été faite là-dessus avec le MeToo. Alors évidemment, après, il y a des affaires comme cet été où ça tire partout, puis c'est n'importe quoi, mais il y a quand même quelque chose, je trouve, qui était de l'ordre de, quand on dit la parole se libère, ben, le fond de ça, moi, depuis le jour 1, je trouve que ça met de l'allure, puis que ça, effectivement, ça change certaines... Ça assainit l'air. On va appeler ça, ça assainit l'air. Mais il reste qu'à un moment donné, il va falloir que les filles arrêtent d'excuser les gars aussi. Puis là, je ne parle pas à la fin du processus. Je ne parle pas d'accusation, où là, finalement... C'est comme quand tu achètes sur Amazon, le colis est parti, il est trop tard. Mais avant, tu sais, moi, je parlais de ça avec mes chums de filles, je disais, je vous écoute parler, puis c'est tout le temps, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi ça vous intéresse, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi? C'est comme, pourquoi c'est pas juste de l'intérêt, ça se manifeste? J'ai rencontré un gars, puis il est vraiment là, il a l'air cool, je l'ai rencontré, ça va bien, c'est tout. Pourquoi? Ah là, il rappelle pas qu'est-ce que ça veut dire. On s'en fout de ce que ça veut dire.
cette maladie-là de filles de vouloir comprendre les gars, c'est comme hallucinant. C'est genre, non, ça me tente pas de comprendre pourquoi il est de même. Je ne suis pas sa mère. Ça fait que, tu sais, oui, les gars vont changer, puis à un moment donné, comme It Takes Two to Tango, puis les relations arrivent quand il y a des oui, hein, c'est pas quand il y a des non. Là, récemment, on a eu le catalogue au complet de quoi ne pas faire, ça, faut pas le dire, parfait, mais il se passe pas de relations à ce moment-là. Là. Les relations, les projets, tout dans la vie, c'est avec des oui. Si on est constamment en train de dire non, on est isolé, puis il se passe rien. Fait que c'est avec des oui. Donc, moi, que tout ce travail-là change l'optique des gars, moi inclus, etc., c'est super. Moi, je dis, why not? Why not? Mais au final, il y a quand même le bout des filles qui est de dire ça, ce bout-là, j'ai pas à comprendre pourquoi c'est de même, ça ne m'intéresse pas. Un gars comme ça ne m'intéresse pas. Je me rends même pas jusqu'à temps que ça soit grave. Il n'y aura pas d'escalade. Je trouve que c'est zéro, ciao, bye. Ou matière à discussion, mais pas à creuser pour essayer. Ce comportement-là, moi, j'en parlais dans Moi si j'étais une fille. Ça fait que c'est pas d'hier que j'ai dit ça, j'ai écrit un livre en 2004. Là, ça fait que, bref, entrevue encore une fois très, très, très intéressante. Puis, à la rigueur, tu te dis, cette femme-là va avoir vraiment toute sa vie contribué en étant une communicatrice hors pair parce qu'elle jase tranquille, elle pose des questions, elle s'intéresse réellement au monde. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à Tout le monde en parle. Maintenant, c'est tout. C'est tout. Ça fait pas mal partie de mon épisode. Est-ce que vous trouvez que mon éclairage est meilleur? Eh bien, regardez dans mes lunettes. Je me suis procuré un petit cerceau lumineux parce que je me suis fait dire à quelques reprises. Alors, franchement, j'ai été débile de ne pas acheter ça avant. Ça coûte 26$ et ça fait une belle job. Je peux même jouer avec l'intensité, etc. Et je vous rappelle que mon décor va changer très bientôt parce que je déménage le 1er septembre. Je monte d'étage ici. Et puis, je pense que ça va prendre une belle upgrade. Que merci de me suivre tout le monde. Évidemment, cet épisode-là est en audio comme d'habitude sur toutes mes plateformes et en vidéo dans ma chaîne YouTube pour ceux qui écoutent quotidiennement Angle mort qui est une vidéo. Et je vous dis à demain. Ciao!